Zemmour est un intellectuel, c'est quelqu'un qui est un très bon bretteur, qui sait parler aux médias, qui en connaît toutes les ficelles. Et en ça serait véritablement intéressant. Il a une vision économique assez bonapartiste et dans sa vision, le libéralisme est perçu, donc je vais utiliser le jargon que je déteste, mais donc il le voit comme un néolibéralisme. Et c'est peut-être ce que Zemmour va réussir à faire, c'est d'aller chercher, récupérer des gens qui ne vont plus voter. Le libéralisme, en fait, beaucoup de gens ont tendance à le définir comme quelque chose qui serait économique, ou ça serait une sorte de capitalisme à outrance. Or, pas du tout. On n'a plus aucune référence à la nation, on n'a plus aucune référence, en fait, justement, à ce qui peut faire un courant de valeur à la Scruton. Ce sont tous des énarques qui sont là pour faire des normes F67, C24, alinéa 6, et du coup, ça continue. Et on fait des alinéas 7, des alinéas 8, on continue à nous faire des codes du travail auxquels plus personne ne comprend rien. On a fait des espèces de commissions, de collectivités, de sous-collectivités. Il y a un millefeuille territorial invraisemblable de régions, et tout le pognon part là-dedans. Emmanuelle Gave, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir ici au Rocher. Alors, vous êtes la première à bénéficier de notre nouveau micro. Voilà, j'ai fait une petite story sur notre Instagram pour montrer qu'on avait fait, voilà, on a fait un petit upgrade technique. Voilà. Du coup, on vous a invité principalement pour parler d'économie. C'est une matière dans laquelle vous y connaissez pas mal, normalement. Voilà, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état économique de la France ? C'est une belle question. Très large. Très large, bien large. Écoutez, je pense que on est dans un état de dette de l'État français pratiquement du jamais vu. La crise Covid n'a fait qu'accentuer ce phénomène. Aujourd'hui, en décembre, on est passé au-dessus pour la première fois de la dette italienne, ce qui veut dire que bien que les taux soient toujours à zéro, ce qui est incroyable, mais bon, c'est une autre histoire, on se retrouve avec des montants absolument colossaux. L'État français, encore une fois, rappelons-le, n'a pas équilibré un budget depuis 1974, donc on traîne derrière nous cet immense boulet. Alors évidemment, reviennent toujours les questions, oui, mais si on annulait la dette, et ainsi de suite. Encore une fois, depuis Bâle II, tous nos politiques ont fait en sorte que les assurances-vie soient bourrées d'emprunts d'État. Ce qui veut dire que si aujourd'hui on fait défaut sur la dette, beaucoup de gens qui ont leur économie, leur retraite ou ainsi de suite dans des fonds vont perdre ces fonds acquis. Ou alors l'autre option qu'ils pourraient faire, c'est de dire voilà, on va annuler une partie de la dette, un tiers ou deux tiers, ou en tout cas pour un tiers de cette dette, on va vous donner une sorte d'obligation longue d'État qui vous permettra de recevoir à terme 1,5% pour le reste de votre vie, comme ça a pu être fait dans les années 70. Ce qui est aussi une horreur, puisque quelque part, avoir un capital rémunéré à 1,5%, c'est même pas de l'inflation. Donc ça aussi, ça serait une véritable déroute. Mais voilà où on en est, avec une sorte de peur amplifiée par les médias de ce Covid, et puis un état des lieux qui n'est pas vraiment réjouissant. Vous avez parlé de dette, on en est à combien actuellement en France ? Je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres là, vous les avez regardés là récemment ? Alors moi il me semblait qu'on était à 120%, ce qui fait une augmentation du coup de 20% en un an, moins d'un an même je crois. Du coup c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On est à ce que mon père appelle un ratio du secteur communiste sur le secteur public, qui est que le poids de l'économie réelle, c'est-à-dire des économies privées, est plus faible que le poids de l'État, qui, encore une fois, on ne dit pas qu'il ne sert à rien, on a tout à fait le droit d'avoir 2 fois plus de fonctionnaires qu'ont les Allemands, mais il faut bien voir que c'est une charge qui pèse sur le dos de la société réel qui est obligé de tirer, bon an, mal an, voilà. Et on vient de se rendre compte avec cette histoire du Covid que quelque part, nos hôpitaux étaient à la traîne, parce que, encore une fois, si on nous a confinés, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens, les ressources nécessaires pour qu'on puisse aller à l'hôpital en temps réel,
voilà. Et là, depuis... moi, ce qui m'attriste, c'est que depuis mars, pour autant, on n'a pas créé de lit de réanimation plus. Donc, je ne sais pas, c'est toujours la question qu'on pose, où va le pognon ? Où part le pognon ? On ne sait pas. Il y a Laurent Oberton qui parlait d'État obèse. D'un point de vue économique et dans l'ensemble de la société. Est-ce que vous pensez que c'est un peu le cas actuellement ? En fait, c'est véritablement la question qu'on se pose parce qu'on sait bien que le pognon ne va pas aux infirmières, ne va pas aux instits. Le problème qu'on a, c'est qu'on a créé un véritable État mammouth qui a des couches de sédimentation absolument hallucinantes et c'est dans ces couches que vient se loger toute la dépense. C'est-à-dire on a fait des espèces de commissions, de collectivités, de sous-collectivités. Il y a un millefeuille territorial invraisemblable de régions. Et tout le pognon part là-dedans. Ce qui fait qu'on a créé des comités Théodule qui, en plus, prennent un temps fou quand on veut faire passer une directive rapidement et qui nous comptent à pognon de dingue et qui ne rajoutent rien à l'efficacité de terrain pour les 3/4 du temps. Moi, ça me fait rire. Encore une fois, là, on parlait, avant qu'il y ait le Covid, mais on parlait dans les lycées de dire, voilà, on va faire une reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. Mais moi, ma fille était dans une école privée. Même dans une école privée, les profs devaient eux-mêmes ramener les stylos Velleda pour écrire au tableau. Et même les craies, c'était les profs repartaient avec les craies. Genre, tu m'as pris une craie, tu m'en ramènes une. Alors de là à parler de reconnaissance faciale, ça me fait doucement rigoler. On n'en est pas du tout là dans les moyens de l'école. C'est pas vrai. Quand les profs sont obligés d'acheter leurs propres stylos, c'est là où on se dit qu'on va peut-être se calmer un peu sur la reconnaissance faciale. Chez nous, on était aussi dans le semi-privé. Oui, c'est ça. Elle devait ramener les stylos Velleda. Donc, on va se calmer sur la reconnaissance faciale. Peut-être la charrue avant les bœufs. Comment va l'euro ? L'euro se porte comme l'espèce de monstre Frankenstein qu'il est, c'est-à-dire il a été créé dans la douleur. Encore une fois, on a créé, et c'était la première fois, c'est pas la première fois qu'on fait ça, parce qu'on a fait ça dans les États tchèques, on a fait ça avec le rouble. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, ça serait marrant si on crée une monnaie qui était absolument pas adossée à un État-nation. Parce qu'encore une fois, rappelons ce qu'est une monnaie. Une monnaie a 3 fonctions. C'est une unité de valeur, c'est une unité de réserve. Et c'est une sorte de gageur aussi pour la société. Donc là, ils se sont dit, tiens, bon, on va l'adosser à ce truc qui est l'euro, qui n'est pas une nation, et puis on va dire que ça va fonctionner. Mitterrand était très fier de lui, puisqu'à l'époque, il avait dit « j'ai cloué la main de l'Allemagne sur la table des négociations ». Et on s'est retrouvé, bon an, mal an, avec ce truc-là qui en fait fait fi de 2 choses qui sont absolument fondamentales dans une monnaie, c'est les taux d'intérêt et le taux de change. Le taux d'intérêt, ça permet de calibrer la différence qu'il va y avoir entre aujourd'hui et le futur. Et le taux de change, ça permet de faire la différence entre 2 économies, c'est-à-dire entre l'Allemagne et la France à l'époque. On avait 2 fois plus de fonctionnaires, mais on disait, OK, donc notre taux de change sera moins bon avec l'Allemagne qui elle en a 2 fois moins. En tant que Français, on fait ce choix parce on le veut, parce que ABCD, on veut 2 fois plus de fonctionnaires. Mais on en paye le prix. Et donc, notre monnaie était dévaluée, moins appréciée par rapport à un Deutschmark. Arrive l'euro, et on nous dit, non, pas du tout, en fait, l'euro, c'est partout pour tout le monde pareil. Mais c'est pas possible, on n'a pas les mêmes productivités, on n'a pas le même système industriel. L'Italie qui a passé sa vie en général à faire des transferts du sud de l'Italie au nord parce que le nord était beaucoup plus industrialisé, mais ça c'était sa volonté d'État-nation, ne peut pratiquement plus suivre aujourd'hui. Là, ils ont mis Mario Draghi pour essayer de faire un gouvernement BCE, mais les taux italiens étaient en train de remonter. Et je ne sais pas si quand les taux italiens remontent, si l'Italie va pouvoir suivre ça. En tout cas, c'est pour ça, à mon avis, que Mario Draghi a été sorti du placard pour essayer de temporiser, parce que sinon, il y avait un risque d'implosion de l'Italie. Et nous, on n'est pas loin derrière dans ces cas-là. C'est aussi pour résoudre une crise politique pour l'Italie, peut-être plus qu'économique à la limite. Mais en fait, les 2 sont liés, parce que là, les taux italiens étaient en train de remonter et ils ne peuvent pas se permettre. La dette est telle ils sont obligés de garder des taux très bas. Donc, les marchés financiers sont un peu fous, mais je tiens de haute lutte que sous 2 ans, on devrait voir sortir des grosses baleines dans les banques en Europe. D'accord. J'ajoute juste pour les internautes que ceux qui veulent approfondir
le côté de la vision triptyque de la monnaie que vous avez évoqué. Il y a votre père qui a écrit un article le 8 février dernier qui explique très bien, et ça très simplement, pour ceux qui n'ont pas lu encore ces ouvrages. Je voulais juste aussi aborder la thématique un peu supranationale par rapport peut-être au vaccin que vous avez un peu évoqué. Vous trouvez que c'est un désaveu de l'Union européenne, que ça... Alors, un désaveu, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose énormément de questions parce que je trouve que l'opacité qui règne dans cette histoire, beaucoup l'ont dénoncé, c'est-à-dire que les vaccins ont été achetés à hauteur de l'Europe. Bon, ça, à la rigueur, on pourrait dire, bon, bah, après tout, à partir du moment où on s'est tous mis dans ces histoires d'Europe, je comprends qu'on fasse les trucs en commun, mais ce que je ne comprends pas, c'est l'absence de transparence. Il est absolument pas normal que nous n'ayons pas accès aux négociations, que nous n'ayons pas accès au prix. Après tout, comme dans toute négociation, enfin je veux dire, si vous êtes un commercial dans une boîte, vos talents de commerciaux sont évalués. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voir, à partir du moment où on négocie en commun, normalement, c'est pour avoir par rapport au laboratoire une force de frappe. C'est de dire, regarde, on est beaucoup, donc vous allez nous faire un meilleur prix, ainsi de suite. Normalement, c'est la base. Or là, on a l'impression qu'ils ne sont pas très fiers d'eux. Moi, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne quand on ne nous permet pas d'accéder au dossier. Et la deuxième chose, c'est que la Grande-Bretagne, en tout cas elle qui a fait son truc dans son coin, puisque Brexit il y a eu, a été servie avant nous. Il y a eu toute une histoire, parce que justement une partie du vaccin a été fabriquée en Irlande, et l'Europe disait non, on veut une préséance dessus, donc ils ont essayé de bloquer, mais l'Angleterre a dit écoutez, nous on a un contrat, on a un contrat. Donc tout ça laisse à penser qu'en tout cas, en termes de réactivité, d'aptitude, les Anglais ont fait mieux que nous. Quand je dis nous, c'est l'Europe, pas simplement les Français. Donc on pouvait sûrement mieux faire. Voilà. Et surtout, je n'aime pas l'idée qu'il n'y ait pas de transparence. Parce qu'évidemment, là, je n'ai pas une tendance complotiste, mais pour le coup, ça ouvre la porte à toutes ces idées de complot, parce qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi on ne nous montre pas? Non. Voilà, laisser les dossiers ouverts. En règle générale, j'aime qu'on me laisse avoir accès aux informations. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment d'articles, même dans la presse, qui ont dit à quel était le prix unitaire d'un vaccin. Non, c'est absolument confidentiel. On ne sait pas pendant combien de temps, ni avec qui, quelles sont les conditions d'engagement, sur combien d'années. Voilà, quelle est la répartition aussi par pays, ferme et définitive. Voilà. Donc tout ça est assez hermétique. C'est une victoire du Brexit ? Pour moi, pour l'instant, ils s'en tirent plutôt bien. On leur a fait un petit peu payer au début en fermant des frontières au moment de Noël. Il y en a qui ont été surpris. Pour l'instant, alors ils ont eu évidemment ce variant anglais. Ils ont un problème avec la NHS, mais qui a toujours été, c'est-à-dire que nous, on considère qu'à la sécurité sociale, nos hôpitaux sont assez vieux, mais en Angleterre, c'était pratiquement encore pire. Mais je pense que là, ils vont prendre sur eux de moderniser. En tout cas, c'est l'engagement qu'a pris Boris Johnson d'insuffler pas mal de capitaux dans les hôpitaux. Donc, ils devraient arriver, bon an, mal an, à construire, à rénover un peu leur appareil. Et en tout cas, ils ont eu accès au vaccin avant nous, oui. Est-ce que par analogie, ça ne ferait pas un petit peu, en France peut-être, je ne sais pas, un espace possible pour un Frexit? Est-ce que ça relégitime un petit peu, enfin si jamais cette idée avait déjà été légitimée, l'idée d'un Frexit justement? Le problème que je vois, alors déjà, pour moi les Anglais, de par leur insularité, ont toujours eu plus de mal avec le concept d'Europe. La deuxième chose, c'est que nous, Français, pour une raison que j'explique pas vraiment, on a toujours eu ce complexe de bon élève vis-à-vis des Allemands. Quand j'étais petite, les bons élèves devaient prendre allemand première langue. Et encore il y a peu, ça avait encore cours, alors qu'on connaît l'impact du monde anglo-saxon. Donc on a toujours cette idée que les meilleurs font allemand et qu'on devrait tous tendre à devenir des ingénieurs allemands parce que voilà la véritable force. On a, je ne sais pas pourquoi, cette espèce de complexe. Du coup, une partie de nos élites, une partie de nous, je pense même, a du mal à voir ça, à se dire, voilà, on va se scinder, on va pas faire comme les Allemands parce que on pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc je sais pas. Et la troisième problème que j'y vois, c'est que le Frexit jusqu'à maintenant a été porté par des partis politiques
qui peut-être ont mal fait passer le message ou l'ont mal expliqué. Et du coup, je me demande si le dossier n'est pas complètement piétiné, tel le fameux éléphant dans le magasin de porcelaine, et s'il n'y a pas eu trop de casse. Parce que, en fait, les gens, quand on leur a parlé de l'euro, de tout ça, ils ont dit « oulala, ça a l'air très compliqué ». Peut-être parce que les personnes qui l'expliquaient à l'époque comprenaient elles-mêmes pas très bien ce qu'elles expliquaient. Du coup, les gens ont peur et se disent ok, d'accord, l'euro, en gros, l'euro, c'est la merde, mais je préfère une merde que je connais qu'une merde que je connais pas, donc on va rester là-dedans si ça vous fait rien. Donc c'est un peu le modus vivendi dans lequel on est aujourd'hui. Donc je sais pas. Et visiblement, personne n'y va sur l'euro. Et vous en pensez quoi personnellement? Est-ce qu'on devrait sortir selon vous? Moi, l'immense problème, le plus grand problème que je vois aujourd'hui en France, c'est la force de la technocratie et l'impact, la force immense qu'ont les politiques aujourd'hui sur nos vies. Et les politiques, c'est aussi bien ceux de Bruxelles que les énarques qu'on a aujourd'hui en France. Et il y a une espèce de caste que d'aucuns appellent les hommes de Davos, mais on est dans une espèce de plutocratie qui effectivement est européenne, qui se borde. On le voit plus ou moins avec des affaires aujourd'hui de mœurs qui font remonter ces espèces de conglomérats à la surface. Bon, ça se scinde quand même un petit peu. On se dit, mais comment ça se fait que les choses ne soient pas remontées à la surface et tout? Mais parce que je pense qu'il y a des omertas. Alors là, pour le coup, je me rends compte en le disant que ça fait très complotiste, mais il n'empêche que toutes nos élites sont allées à l'école ensemble à l'ENA, ont travaillé ensemble, ont pantouflé dans les mêmes administrations. Et il y a quand même une case de pouvoir. Et quand on voit les ministères, les endroits où on recase les uns et les autres, le nombre de comités de Théodule où les uns et les autres sont, quand on voit, encore une fois, ce qu'a dénoncé un magistrat comme Charles Prats, les milliards de fraudes sociales qui existent, ne me dites pas que les gens ne sont pas au courant de ça dans les hautes administrations. Quand on voit les dépenses qui sont faites pour rien, dans certaines sphères, on ne peut pas ne pas se dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont améliorables si on resserrait un peu les élastiques de certains. Oui. Donc moi, la plus grosse faille aujourd'hui, c'est le milieu politique. Vraiment. Donc oui, il y a une espèce de collusion entre les élites, qu'elles soient à l'échelle supranationale ou à l'échelle française, en fait. Elles font un bloc pour vous ou Je pense qu'il y a, en France, il y a nécessairement, oui, une sorte de connivence, mais après, il y a sûrement une connivence entre certains, après, il y a juste une douce musique qui s'installe. Et puis là, à partir du moment où on est dans cette période très bizarre de Covid, où l'Assemblée nationale ne sert pratiquement à rien, mais même quand l'Assemblée nationale est là, moi, j'attendais beaucoup quand même du Rassemblement national, par exemple, à l'Europe. Je me disais, ils vont porter des lois, ils vont essayer de faire bouger les choses. Rien ne sort. J'étais engagée dans les européennes, je me suis dit, voilà, il y a des choses à faire, on peut faire avec les Italiens, possiblement avec les Hollandais, bouger des choses ou j'en sais rien. Et rien ne sort de nulle part. À l'Assemblée nationale, il y a très peu de propositions de loi qui font bouger quoi que ce soit. Là, en ce moment, c'est normal, puisqu'on est dans un système quasi administratif avec ce Covid. Mais même, je trouve que les lignes ne bougent pas. Et la proportionnelle, vous êtes favorable ou... Oui, la proportionnelle, mais c'est un vœu pieux, parce que jamais des gens comme Macron, si on commence à mettre une proportionnelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un taux de RN immense, et ça, ils seront jamais pour. Donc, d'accord. Moi, On a parlé, on a évoqué, certains journaux ont évoqué, notamment l'Express en premier, l'hypothèse d'une candidature Zemmour pour les présidentielles. Qu'est-ce que vous en savez? Je pense que ça serait une très bonne chose pour la France d'avoir une candidature qui viendrait, par rapport à ce que je viens de dire, d'autre part que du sérail. Zemmour est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a un très bon bretteur, qui sait parler aux médias, qui en connaît toutes les ficelles. Et en ça serait véritablement intéressant.
Après, deuxième point, ça me fait très peur pour lui, parce que quand on connaît la violence épidermique de certains médias, mais heureusement, je pense qu'il a le cuir solide et que voilà, il est encadré par des gens dont ce n'est pas le premier rodéo. Donc, à mon avis, il s'en tirera bon an, mal an, mais je pense que si c'est le cas, si effectivement Zemmour y va, la campagne politique va devenir peut-être beaucoup plus intéressante. Il va effectivement prendre des voix à Marine, donc ça va peut-être faire un peu plus bouger le Rassemblement national, que je trouve terriblement encrouté ces derniers temps, je les trouve mous. Pardon, mais voilà. Et voilà, ça va peut-être remettre un peu de vie dans tout ça. Et à droite, ils ont l'air de vouloir nous sortir, alors pour David Linard, qui nous sortent là. Bon, moi, je ne le connais pas du tout. Apparemment, c'est un bon maire. Mais j'ai l'impression d'une création un peu ex nihilo du profil. De la même façon qu'on avait eu une création Bruno Le Maire ou une création... Voilà. Donc, je me méfie un peu toujours quand... Le Figaro, tout ça commence à nous vendre un candidat comme l'éponyme du libéralisme. Je me dis, bon, ben voilà, j'ai absolument rien contre, il parle bien, mais j'attends de voir. Oui, il y a peut-être certaines thématiques sur lesquelles il va être extrêmement frileux aussi, c'est très possible. Moi, j'ai juste le souvenir qu'il avait appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour, donc pour l'instant, j'en suis là. Mais voilà, après, je demande à... Voilà. D'accord. Je vais peut-être reprendre une question un peu basique, mais on est passé un peu dessus. Pour vous, qu'est-ce que c'est le libéralisme ? Alors, le libéralisme, en fait, beaucoup de gens ont tendance à le définir comme quelque chose qui serait économique, ou ça serait une sorte de capitalisme à outrance. Or, pas du tout. Le capitalisme, c'est... Le libéralisme, en fait, c'est un moyen du droit. C'est simplement de dire, voilà, en tant que libéraux, nous pensons que tous les hommes sont égaux en droit, et que aussi, d'une certaine façon, on considère qu'il existe des fondamentaux qu'on appellerait les droits naturels, que sont par exemple le droit de propriété, sont des choses auxquelles un homme, j'entends toujours un homme, moi, dans ma bouche, comme un homme, un être humain, a un droit fondamental. Voilà. Un droit de propriété est un droit naturel, plein, le droit de voter, voilà, ça, ce sont des droits imprescriptibles, on ne peut pas revenir dessus. Beaucoup de gens ont du mal avec le libéralisme parce qu'il a été galvaudé, repris. On le néolibéral, on le ultralibéral. Les gens, en fait, souvent le voient comme une espèce de capitalisme à outrance, alors qu'encore une fois, le capitalisme n'est rien qu'un outil. C'est un peu comme si vous me disiez la force d'un marteau. Je dis, enfin, la force d'un marteau, d'abord, ça dépend qui appuie dessus. Un marteau, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Ça dépend comment tu utilises le marteau. Le capitalisme, c'est exactement pareil. C'est un outil. Donc, arrêtez de me dire que le capitalisme est néfaste. Ça dépend ce que vous en faites. Évidemment, si tu appuies comme un sourd avec ton marteau, ça va faire des dégâts. Mais le capitalisme, c'est exactement pareil. Le capitalisme, c'est juste... c'est ce que disait... C'est ce que disait Friedman, mais on ne vous dit pas que c'est la panacée, mais c'est encore ce qu'il y a de moins mauvais. La meilleure façon d'échanger, ça reste encore le capitalisme, c'est-à-dire à la satisfaction de tous. Tu veux une massue, je veux des coquillages, on échange une massue contre du coquillage, tout le monde est content, et puis le cours de la massue, le cours du coquillage va évoluer en fonction des besoins des uns et des autres. Il n'y a pas véritablement de recette ou de formule sacrée, c'est simplement quand une fois basé sur la volonté de l'individu, et cette volonté va faire une espèce de contrat, voilà... synalagmatique, comme on aime dire en droit, entre les deux parties, et puis voilà, on échange les biens, et ça se fait normalement à la satisfaction générale, sinon on n'échange pas. Si on estime que ça vaut plus de coquillages que ça, on garde sa massue, jusqu'à ce qu'on ait assez de coquillages, et puis voilà, ça marche très bien, normalement. Quand on n'a pas les gros doigts de l'État qui viennent au milieu. Et la mondialisation, n'est-ce pas l'expression d'un certain libéralisme ? Alors, c'est pour moi, l'expression... en fait, d'une sorte d'hyper-accélération, d'un emballement. Parce qu'en fait, la mondialisation, qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire, voilà, on s'est rendu compte que ça coûtait moins cher d'aller produire en Asie parce que le travail des enfants, parce que ci, parce que ça. Donc, la limite de la chose, c'est qu'en fait, en tant que libéraux, en tant que libéral, pour moi, la force du droit existe. Je considère qu'à un moment dans l'équation, on doit quand même aussi se définir ce qui est le bien, ce qui est le mal. On ne laisse pas les choses comme ça.
Normalement, dans un libéralisme, je ne vais pas dire moral parce que tout le monde va me taper dessus, mais enfin dans un libéralisme qui serait pour moi le vrai libéralisme, on devrait justement se réfréner de faire travailler des enfants et ainsi de suite, parce que ça va contre nos principes éthiques, qui sont encore une fois l'échange de consentement, de volonté entre deux personnes. Et dans ces cas-là, on n'a pas celui des enfants, et pour moi, là, il y a une spoliation. Mais c'est très intuitif, là, pour le coup. Alors, je comprends, effectivement, à ce moment-là, le réflexe de certaines personnes, puisque je sens qu'on arrive vers ça, d'aller vers un certain protectionnisme, qui est de se dire, voilà, puisqu'on n'aime pas la façon de produire d'un tel ou d'un tel, on va rester entre nous. Le problème à notre époque, c'est que c'est pratiquement illusoire. Regardez rien qu'autour de cette table, on a des ordinateurs qui sont faits en Asie, on a des chaussures qui sont probablement faites dans des camps ouïghours, on a des marques de vêtements qui sont faites en Thaïlande, dans des sweatshops. Moi, ça me fait toujours rire quand les gens disent « oui, mais alors on va revenir à une décroissance ». D'abord, déjà, si on allait dans leur modèle de décroissance, on nourrirait pas le Grand Paris. Donc, ça me fait rire. Et la deuxième chose, c'est que moi, je veux bien qu'on arrête de consommer, qu'on consomme que français dans l'idée de protectionnisme, mais on n'est pas capable de faire des iPhones ici. Donc, si vous êtes prêts à vous en passer, essayons. Mais on n'aurait pas ces caméras, on n'aurait en tout cas pas à ce prix-là. Donc... à l'échelle européenne, ce serait possible, ce genre de choses? Ça impliquerait de revenir, c'est-à-dire que vous n'avez pas connu, vous, l'époque, mais quand on achetait un téléviseur, ça représentait pratiquement un mois de salaire, parce que justement, on n'allait pas le chercher en Asie. Donc si les gens sont prêts à revoir leur budget de consommation en fonction, c'est-à-dire de se dire qu'un plasma écran plat, ça sera 2 mois de salaire et non plus... je sais pas, 30%, pourquoi pas, mais ça va vouloir dire des sacrifices et des choix, et je sais pas si... Alors, l'autre chose aussi avec le protectionnisme, c'est que, alors, en général, ça implique de mettre des taxes, donc ça, vous allez bien comprendre que je suis pas forcément pour, mais qu'est-ce qui empêche l'autre pays aussi de taxer vos produits? C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui, bon, allez, on va taxer la Chine, tout produit chinois va faire l'objet d'une taxe de 300%. Bah, pensez bien que vous n'allez plus exporter un seul Vuitton, un seul Chanel, un seul quoi que ce soit là-bas. Vous allez être taxé. Tout le cognac, toutes les Rolex, tous les trucs qu'on vend là-bas, et Dieu sait qu'on vend du luxe, ça va être taxé à 300%, comme ils ont fait au Brésil. Donc, il y aura une réciprocité. Donc, il faut s'attendre à ce que nos produits français qu'on exporte vont aussi faire l'objet de protectionnisme inversé. Pareil pour les États-Unis, où on avait eu une sanction sur le vin, maintenant. Voilà. Dessus. Sur le vin, sur tous les produits, aussi, ils ont empêché les produits de cruauté animale, donc tout le foie gras, ainsi de suite. Et il y a effectivement une taxe sur les produits de luxe, oui. Mais le vin, justement, parce qu'il y a aussi un libéralisme économique, je pense, ça fait que certains fonds d'origine chinoise pratiquent une forme de prédation sur nous, par exemple, nos cultures de vin. Derrière, ça va être un vin qui va avoir un label français, mais qui va pouvoir être produit en Chine. Parce que celui qui a acheté l'entreprise en question est chinois. Et ça fait que derrière la valeur de nos labels, parce qu'un jour on va se rendre compte que ces vins ne sont plus produits en France, ils sont produits ailleurs, du coup ils n'auront plus la même valeur. Est-ce que ça ne fera pas considérablement fondre notre patrimoine? Et d'ailleurs, ça vaut dans d'autres domaines aussi. Ben, à partir du moment où vous pensez que le marché réajuste, les personnes qui vont faire ça vont effectivement spolier le consommateur pendant un certain temps. Le consommateur, n'étant pas nécessairement idiot, va se rendre compte qu'il est spolié dans un temps relativement plus ou moins long, et va réajuster sa consommation. Normalement, il va se dire, écoute, quand j'achète ce Bordeaux-là, il est quand même d'une qualité bien inférieure à quand j'achète ce Bordeaux-là, donc je vais arrêter d'acheter le premier. Donc, la personne va peut-être faire un coup en mettant un produit chinois pendant un temps court, mais à terme, il est en train de déprécier lui-même sa marque. Je ne vois pas véritablement l'intérêt, à part pour spolier le consommateur pendant un temps court. Mais bon...
c'est pas très intéressant pour eux. Non, ça arrive souvent, en revanche, qu'ils achètent des bouteilles et qu'ils remettent des produits dedans, surtout dans des grands crus. Et c'est pour ça que de plus en plus, ils développent dans les grands crus des systèmes de codes, enfin pratiquement comme des montres, pour suivre, pour qu'il y ait une traçabilité des bouteilles exceptionnelles. Mais ouais. Parce que Petrus, par exemple, je crois qu'ils avaient vraiment été victimes de... Oui, parce qu'il y avait des... chinoises, voilà, non, mais il y avait... ça, ils sont très forts pour ça, effectivement. Ils copiaient les étiquettes, ils copiaient à merveille les bouteilles, et ainsi de suite. Et donc, maintenant, il y a pratiquement des codes personnels, des ID numbers pour chaque bouteille. Ça rentre dans les coûts. Puis on n'est pas les seuls, je crois, parce que nous, on a une réglementation spécifique sur les mélanges des cépages en France, mais par exemple, au niveau des vins d'Espagne ou des vins italiens, eux, ils en sont encore parfois plus victimes que nous, parce qu'ils peuvent mélanger beaucoup plus. Du coup, les Chinois, ils se servent de ça pour mettre des espèces de mixtures avec des éléments un peu moins nobles que ce que nous, on a en France. Donc, bon, après, je ne suis pas un expert, mais... toujours pour parler de libéralisme et de ce que parfois une certaine droite ce dont parfois une certaine droite peut se méfier, d'ailleurs Zemmour s'en méfie, on en a parlé un petit peu avant. Vous faites une différenciation entre justement ce que certains appellent le libéralisme et ce que vous appelez le capitalisme de connivence. Est-ce que vous pourriez expliquer cette notion ? Alors, pour revenir sur Zemmour, en fait, c'est drôle parce qu'en privé, il connaît très bien la différence. Il a une vision économique assez bonapartiste et dans sa vision, le libéralisme est perçu... Donc, je vais utiliser le jargon que je déteste, mais donc il le voit comme un néolibéralisme, c'est-à-dire... Un petit peu trop loin du micro, par contre. Ah, d'accord. Je vais me remettre plus près. Il le voit un peu comme un néolibéralisme, c'est-à-dire qu'on le situe dans des années Reagan, Thatcher et après. Et on est sur une conception, évidemment, qui est celle qu'on rattache au capitalisme de connivence, qui est de dire, voilà, ça serait une espèce d'entente entre les puissants, pour, comme on a pu le voir pour Areva ou des choses comme ça, pour se découper les meilleures parties du fromage entre nous. Ça, c'est une réalité, ça n'existe pas qu'en France, ça existe dans pratiquement tous les pays, mais à proprement parler, ça n'est pas du tout l'apanage du libéralisme le vrai, et ça n'a rien à faire, et justement, à partir du moment où la conception d'un État régalien serait de dire « nous ne voulons pas d'État dans le monde des affaires », l'État n'a rien à faire dans la négociation de ceci ou cela, donc par définition, c'est quelque chose qui n'est pas libéral d'avoir un État qui contracte quoi que ce soit avec qui que ce soit. D'accord. On peut peut-être revenir un petit peu sur l'euro, parce que il m'est arrivé de lire les productions littéraires de votre père. J'avais lu 3 bouquins de mémoire. Des lions menés par des ânes. J'ai lu Un libéral nommé Jésus. J'ai lu... Libéral mais non coupable, ou celui... Sire, vous nous avez assez aidé. Oui, c'est ça. J'ai lu celui-là. 2007. Celui qui m'avait le plus marqué, c'était le premier. Des lions menés par des ânes. Oui, parce que je trouvais que c'était impressionnant de bon sens, mais à la fois, je me suis quand même heurté à une question de logique. C'est que du coup, il y a 20 ans, votre père nous expliquait, par A plus B, pourquoi l'euro allait s'effondrer. Et j'ai l'impression que ça fait 20 ans que l'euro, de manière imminente, ne fait que s'effondrer, et que à chaque fois, ça tient. Alors, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la BCE change les règles au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à l'origine, la BCE n'était pas censée racheter la dette des États. Or, c'est ce qu'ils font. Donc, on vous donne une analyse des faits. Vous analysez les faits avec ce qu'on vous donne, et au fur et à mesure, les gens remettent des nouveaux éléments et changent le cahier des charges. Donc, évidemment,
Ils se sont permis, avec une grande latitude, depuis Bâle II, de changer les règles, de permettre, encore une fois, à la BCE de racheter des dettes, de mettre ces dettes dans plein de fonds obligataires de ci, de là. Donc, effectivement, à partir de là, les règles ont été vraiment, vraiment changées. Autre chose aussi, parfois, mon père, Charles, a raison trop tôt, mais sur le coup de l'euro, honnêtement, ça fait des années que beaucoup de personnes se demandent comment ça tient. Et on se posait la question au moment où la livre turque a sauté, si la Deutsche Bank n'allait pas suivre parce qu'elle est très sous-capitalisée, un peu comme la Société Générale. Ça a tenu, ça c'était il y a 2 étés. Là, avec le Covid, ils ont resserré les rangs. Ils ont fait des émissions spéciales de dette et ainsi de suite. Ils ont demandé à ce que ça soit un fonds commun européen. Heureusement, la Hongrie, tout ça a fait, pour l'instant, tient bon. Mais un jour, ça peut s'arrêter, oui. Parce que là, ils sont quand même très très près du bord du précipice. Et vous voyez comment l'avenir, là, justement, de l'euro, que ce soit à court, moyen ou même long terme? Moi, j'ai très peur de 2 choses. De cette accélération, un peu de l'histoire que nous amène le Covid, qui fait qu'il y a un surinvestissement du politique dans nos vies, qui prend absolument toutes les décisions. Et de l'autre côté, j'ai peur, quand je regarde la France, ça c'est un autre sujet, du combat, c'est pas vraiment du combat, mais de la violence sociétale à laquelle on assiste, parce qu'il y a une vraie montée de désaveu de ce vivre ensemble qui devrait constituer notre nation. Et ça me fait un peu peur, ça, oui. D'accord. Vous faites écho à Ernest Renan un peu? Oui, là, c'était ça, mais là, on est dans ces histoires en ce moment du maire de Trappes. On a eu les histoires de Samuel Paty en début d'année. Et moi, je suis d'une génération où, quand j'ai passé le CAPA, je l'ai passé sur le thème du foulard islamique. Mais on en parlait comme... oui, c'est toujours sur le même que Satan. mais on en parlait comme de quelque chose d'intellectuel, presque. Où était la limite du droit? Quelle était la différence avec un signe? Un signe ne touche pas à mon pote, ou des choses comme ça. Et ça restait quelque chose de théorique. Et je suis malgré tout, je suis un peu subjuguée de constater que 30 ans après, la force qu'a prise ce débat dans nos vies, parce qu'aujourd'hui, on en parle toutes les semaines. Oui. Et c'est toujours pas résolu. Même passé au Burkini aussi. Oui, le Burkini qui revient tous les étés avec un affolement général à chaque fois. On a un peu échappé cet été grâce au Covid, j'ai envie de dire. Mais sinon, oui, on y a droit tous les ans. Et ça devient lassant. J'aimerais bien qu'on ait des règles claires. En tant que juriste, j'aime bien les règles claires. Est-ce que vous critiquez parfois la vision de certains auteurs libéraux, libéraux ou pas libéraux, encore une fois, selon votre définition, mais du moins de gens qui sont peut-être trop concentrés sur l'économie, des gens qui nous vendent un petit peu trop un modèle économique magique qui devrait nous sauver, alors que justement, là, vous venez d'effleurer un peu la question. Finalement, quel que soit notre modèle économique, si derrière le tissu social, l'unité de la nation n'est pas faite, ça ne sert à rien de s'écharper à définir un système économique. C'est un peu là où effectivement c'est une bonne question, où le bas blesse avec moi, avec pas mal de libéraux. Alors certains vont me dire oui, mais toi du coup tu es une libérale conservatrice, tu n'es pas une vraie... Déjà il faut savoir un truc avec les libéraux, c'est qu'il suffit qu'on soit 4, on se sépare par groupe de 2, et voir c'est une mitose inversée, hein, c'est-à-dire que ça se sépare, voilà.
Et l'autre chose aussi, c'est que ça adore se définir par courant. Alors il faut tout de suite appartenir, tu es plus école de Chicago, tu es plus... Ce qui n'a aucun intérêt pour 99% de la population, mais c'est très important dans le milieu des libéraux. Et ça, c'est quelque chose que je reproche aussi, et je pense que ça fait... ça c'est ma vision, que Alain Madelin a fait pas mal de tort au libéralisme en France. Bon, outre le fait qu'il ait vendu le mouvement à Chirac, c'est qu'il a, ça c'était le petit coup de pied de l'âne en passant, c'est qu'il a amené le libéralisme sur des concepts ténus d'économétrie, superbement chiant, qui a permis comme ça de chasser aussi toutes les femmes, parce que honnêtement, moi je suis née dedans, donc ça va, je peux vous lire une courbe, mais les 3/4 des femmes, ça les gonfle. On n'a plus aucune référence à la nation, on n'a plus aucune référence en fait, justement, à ce qui peut faire un courant de valeur à la Scruton, de notion justement de communauté. Et on en arrive à effectivement des sortes de modèles économiques qui sont vraiment abscons, qui est déjà mort pour un modèle économique, franchement. Ouais, c'est ça. On meurt pour une patrie, on meurt pour un être aimé, pour de la belle poésie, mais qui va mourir pour un modèle d'économétrie? On s'en fout. Donc évidemment, les gens ne sont pas passionnés, on ne fait pas des meetings politiques pour ça. Genre, attends, si, tu vas voir, si tu fais une tangente... Non, si tu fais la... Non, on s'en fout. On s'en fout. Et souvent aussi, c'est ce que je reproche aux libéraux, c'est que sur des sujets comme... par exemple la GPA, ils vont partir sur des concepts très abstraits en voulant absolument tout contractualiser, en disant oui, mais alors c'est un contrat bipartite entre les maires. Je dis mais oui, mais il y a un moment où il faut sortir des notions abstraites et regarder justement la globalité de la chose, et c'est pas interdit de faire preuve de bon sens aussi. On n'est pas obligé de tout raisonner en termes de presque bicéphale de droit ou d'économie. Il y a aussi quelque chose d'expérience, Voilà, c'était des petits bruits pour paramétrer. Ah oui, c'est peut-être éteint. Je pense que la batterie pas très grave. a fait des siennes. Oui, c'est-à-dire que vous estimez qu'il y a des technocrates, on va dire, qui sont un peu enfermés dans le monde des idées et qui regardent chacun en fonction de leur spécificité. Donc l'économie pour certains, d'autres le droit. Et ils regardent le monde juste avec ce prisme et dans un trou de serrure, en fait. Oui, et surtout en voulant... J'ai toujours du mal à partir de la théorie et de se dire... j'ai toujours l'impression d'avoir ces trucs de Fisher-Price avec des gens qui veulent absolument faire entrer des triangles dans des ronds. Oui. C'est quand même plus simple de faire de l'expérience en remontant, plutôt que d'essayer de dire non mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi la GPA ça va marcher, parce que la mère porteuse en fait étant consentante, c'est un véritable contrat synalagmatique entre les deux parties. Je dis oui, enfin on pourrait aussi demander leur avis aux gens qui n'ont pas eu de père, aux gens qui n'ont pas de... Là, déjà si on faisait comme ça, indépendamment de toute... Et j'ai toujours du mal à voir des systèmes qui viennent de là-haut. Vous pensez que c'est quelque chose qui est propre à la France, ou vous avez le sentiment, non, c'est assez universitaire. C'est assez universitaire, oui, c'est assez... oui. D'accord. Ce prisme-là a beaucoup contaminé le politique, non? J'ai l'impression que sur à peu près tous les gouvernements qui nous ont gouvernés justement depuis environ 40 ans, on va dire, il y a beaucoup plus une recherche de cette technicité, c'est-à-dire on va parler soit d'un impôt, soit d'une allocation, redevance, voilà, qui a un anagramme à 3 lettres. On va dire oui, voilà, on va baisser 3,5% de ceci, on va augmenter 5% de cela. On n'a pas vraiment cette quête d'idéal aujourd'hui dans le politique, une grande vision, un changement de société. Non, et je pense qu'une grande partie du désaveu aussi, parce que le premier pouvoir politique en France, c'est quand même les abstentionnistes. Si aujourd'hui, c'est peut-être ce que Zemmour va réussir à faire, c'est d'aller chercher, récupérer des gens qui ne vont plus voter. Les gens se sont désintéressés de la chose, parce que soit on a des débats quand ils sont à l'Assemblée nationale auxquels on ne comprend rien sur l'Europe, c'est encore pire, sur la hauteur des épis, le diamètre de la cerise, comment vous voulez qu'on sache la profondeur des piscines, du coup combien doit être haut le plongeoir, mais eux-mêmes je ne sais pas comment ils sont morts d'ennui. Parfois, moi, j'écoute certains débats à l'Assemblée, je me dis, mais comment la personne ne s'est pas auto-endormie elle-même en parlant? Moi, je m'auto-endormirais. Je dis, mais c'est pour prendre la parole pour dire ça, mais reste assis.
aime ce que tu dis ou tais-toi, c'est pas possible, et ils sondent. Alors je comprends, mais après c'est raisonnable, enfin ça a du sens dans la façon dont ça a été construit, puisque ce sont tous des énarques qui sont là pour faire des normes F67, C24, alinéa 6, et du coup ça continue. Et on fait des alinéas 7, des alinéas 8, on continue à nous faire des codes du travail auxquels plus personne ne comprend rien, mais il faut voir les codes du travail quand même. C'est aberrant. Moi j'aimais bien le code civil, bon, ils nous l'ont reformaté, mais voilà, mais c'était un truc, on se dit, bon, c'est là depuis 1804, il y a des trucs, on ne sait pas pourquoi bien c'est là, mais ils doivent savoir pourquoi. Ça me fait toujours penser à cette histoire quand j'étais petite, c'était une autre époque, mais on allait à l'île de Ré, c'était l'époque où il n'y avait pas encore le pont, tout ça. Puis alors à une époque, il y avait une grande digue, et puis ils se sont dit, des ingénieurs de génie encore civils, ils se sont dit, tiens, on va péter la grande digue. Parce qu'ils se sont dit, tiens, on va la péter. Eh ben, elle était là depuis Richelieu, personne ne l'avait touchée. Personne ne l'avait touchée, pourquoi ? Parce que c'était une digue qui empêchait les algues de venir sur la plage. Du coup, on a été depuis envahi d'algues dégueulasses. Et parfois, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de toucher à la nature ? Laissez les trucs, vous ne savez pas pourquoi c'est là, mais il y a des gens avant vous qui savaient peut-être. Et vous voyez, faites les choses dans l'ordre, au lieu de mettre des normes par au-dessus. On ne sait pas trop pourquoi, des Deus machina, comme ça, ils sortent des trucs, des normes. Et je pense que ça contribue effectivement d'un désaveu du public, d'un désamour, parce qu'il n'y a plus de passionnés. Vous travaillez à l'Institut des Libertés. Oui. Alors j'ai oublié votre fonction exacte. Je suis directrice exécutive, c'est-à-dire que je m'occupe de toutes les choses embêtantes que personne d'autre veut faire. D'accord. Alors l'Institut des Libertés, c'est très intéressant. Vous faites pas mal d'articles, vous faites aussi des vidéos sur YouTube depuis quelque temps, qui sont assez intéressantes, qui recouvrent quand même énormément de sujets, très, très variés, sujets de société, voilà. Si vous êtes de droite, ça devrait pouvoir vous intéresser, je pense. Du coup, voilà, comment on peut adhérer, je crois. Oui, on peut devenir membre. Là, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux aussi, Twitter, un peu Facebook. Voilà, mais surtout la chaîne YouTube parce que j'ai découvert que, comme vous devez le savoir, on y a des seuils. Et quand on cherche à monétiser une chaîne, on a plus ou moins de liberté une fois qu'on passe les 50K, les 100K, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc c'est important d'avoir le plus de followers possible. C'est un peu comme quand vous attrapez les queues du Mickey, vous savez, quand vous êtes petit au manège. C'est pareil, il y a des trucs sur YouTube comme ça qui vous donnent plus d'autonomie, moins de publicité. Voilà. Donc c'est important. Vous en êtes à combien d'abonnés là à peu près 85K, je crois. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça monte. Nous, on est à 1,7 pour le moment. Petit poisson. Mais t'inquiète. Voilà, ça monte. Non, mais ça... Voilà, c'est surtout pour, encore une fois, gagner en autonomie sur ce qu'on peut faire et où on peut placer et avoir le moins de pubs. Voilà, c'est surtout ça. Emmanuel Gave, merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir reçu. D'avoir accepté de venir et puis... allez voir l'Institut de Liberté, il y a énormément de contenu, c'est très enrichissant. Et puis à très vite. Et d'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous au niveau du micro, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, on aimerait bien savoir aussi. J'ai essayé de m'appliquer, mais c'est vrai que le pied n'est pas encore arrivé. Donc quand le pied sera là, ça sera vraiment batte et ça sera incroyable. En tout cas, il est beau. Franchement. Très beau micro. Je vous fais le téléachat. Cette vidéo est maintenant terminée, alors vous pouvez faire comme ce qu'on vous demande d'habitude, hein. Vous êtes habitués, donc abonnez-vous sur YouTube, mettez la cloche pour avoir les notifications, mettez un like, mettez un commentaire pour améliorer le référencement. Abonnez-vous aussi à notre Instagram, à notre Twitter, venez sur Telegram, on est présent sur Telegram, venez nous faire un don sur Tipeee pour nous améliorer un petit peu, parce que même si là, dans ce genre de format, on est pas mal, pour les entretiens, on peut faire mieux. Voilà, faites tout ça et je vous dis à la prochaine.